Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène visiter l'usine Alpine Foil dans la région grenobloise et vous allez pouvoir découvrir le processus de production de foil en carbone prêt-reg. Damien, le boss, va commencer par vous présenter la méthode de conception. D'abord, on passe par une étape de dessin industriel, on dessine les formes. Donc ça, c'est la base, c'est le concepteur qui va connaître son expérience personnelle, qui fait qu'il sait que tel type de shape, ça va mieux aller pour ça ou pour cette première chose. Deuxième chose, ça passe par une étape de validation en soufflerie numérique. C'est que nous, on n'a pas de soufflerie dans l'eau, immergée, mais maintenant, les outils numériques sont tellement évolués qu'on arrive à modéliser et on va dire qu'on arrive à 90% du rendu final. C'est-à-dire qu'on a déjà quelque chose qui marche, et qui va nécessiter encore une phase finale de mise au point, d'ajustement, etc. Ça, c'est pour la partie, je parle purement design, c'est-à-dire la forme. Maintenant, on va parler de la partie structure mécanique, structure. Donc là, on a des logiciels de calcul qui sont utilisés pour les fibres de carbone, etc. Et ça nous donne une base. Mais rien ne vaut l'expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les fabricants de gel de kite, de gel de parapente, c'est l'expérience qui fait plus la fabriquer de foil, plus ta fabriquer de parapente, plus ta fabriquer de kite, plus tu sais. L'humain a quand même ça. Très important. Ouais, très important. Un feeling. Voilà. Bien le comprendre. Maintenant, sur des foils où on va chercher à pousser à l'extrême, comme c'est le cas du foil de race qu'on est en train de finir de développer, là, on pousse, mais vraiment aux extrêmes. C'est-à-dire qu'en termes de mécanique, on fait des choses qui, théoriquement, sont même pas possible d'être faite parce que la structure mécanique au point de rupture, ça passe pas. On est dans les limites. Donc nous, on va travailler donc, en développement sur des essais d'orientation de fibres. Alors au début, on commence avec des fibres qu'on connaît très bien, et puis ensuite, on va monter de plus en plus vers des fibres de plus en plus pointues pour aller vraiment à la limite. Je vais en profiter pour vous faire un petit topo de tout ce qui existe en termes de carbone. On part d'une barre d'acier. Une barre d'acier, la résistance mécanique, c'est à peu près 230 GPa, gigapascal. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'étalon de base. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une force, on tire sur une éprouvette en acier jusqu'à ce qu'elle ne revienne plus en forme. C'est-à-dire qu'on lui tire dessus, et puis à un moment donné, au-delà de 230 GPa, elle s'allonge et elle revient plus. Donc maintenant, pour parler un peu des carbones, on va avoir les carbones dits standards, on va dire c'est les entrées de gamme qu'on trouve pas mal, voilà, c'est des carbones pas très chers. Pour avoir le nom. Voilà, et qui sont à 170 GPa. Donc on est inférieur à de l'acier en termes de... Ah oui, voilà. Mais on est quand même aussi, il faut plus léger. Oui. Voilà. Donc ensuite, on va avoir d'autres carbones qu'on appelle les carbones HR, haute résistance. Donc ils sont à 230 GPa, c'est équivalent à peu près à de l'acier. L'avantage, c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'on a des bonnes performances et le prix reste convenable, donc c'est pas mal. Nous, après, on a des gammes au-dessus qui s'appellent le HR+. Chez Alpine, on n'utilise que du HR+, 250 GPa. Donc on est sur une gamme déjà qui est au-delà de ce qui se pratique habituellement dans la fabrication. On a ce qu'on appelle le haut module. Le haut module, on a une des fibres qui s'appelle le HR40 qui est aux alentours de 360 GPa. Donc on est déjà vraiment quelque chose déjà beaucoup plus performant que du carbone haute résistance. Et la différence, elle est vraiment, c'est très très perceptible. Ensuite, donc là on en utilise pas mal. Dans la majorité de nos foils carbone, on utilise beaucoup de cette fibre-là, qui est plus chère certes, mais qui donne quand même des performances très intéressantes. Ensuite, on a une autre fibre qu'on utilise essentiellement en compétition sur les foils de race, très haut de gamme, c'est ce qu'on appelle le ultra haut module. Donc nous, c'est le M46J, c'est une référence de chez Toray qui est un fabricant. Et là, on est aux alentours de 450, 460 GPa. Donc on monte, par contre, les prix, c'est plus les mêmes. Les prix, c'est ça. Et pour finir, là, on est en train de travailler sur une fibre qui est, je pense qu'on est pratiquement les seuls à l'utiliser. C'est le pitch de chez Mitsubishi. On est à 790 GPa. Il y a aussi le pourcentage d'élongation. Alors, en fait, un carbone standard, il a à peu près 2%. Il a 2% d'élongation. Dès qu'on passe, par exemple, sur un haut module, on est à 1,6.
donc tu as 20% de moins de déviation. Et en fait, quand on travaille sur des limites, vraiment des limites de déformation, je parle notamment d'un mât, où en fait, c'est vraiment la déformation qui nous intéresse. Cette différence de pourcentage est très importante. Au M46, on est à 1%. Donc tu vois, on est pratiquement la moitié donc. Voilà. Et avec en plus un module qui est très long. Ici, vous voyez à l'œuvre une table traçante à ultrasons qui découpe les nappes de pré-preg en respectant au degré près l'orientation des fibres décidée lors de la conception. Après la découpe du tissu, on passe à l'opération du drapage qui consiste à positionner le pré-preg dans le moule. On a le durcisseur à l'intérieur. Donc du coup, on maintient à température basse pour éviter que la polymérisation s'opère. Mais ce qui se passe, c'est que malgré tout, même en conservant à moins 18, au bout de 6 à 8 mois, la polymérisation est faite et donc du coup, si le carbone on l'a pas consommé, il va à la poubelle. Une fois toutes les couches de pré-preg positionnées avec précision dans le moule, celui-ci va être fermé pour passer dans la presse chauffante et ceci va provoquer la polymérisation de la résine. Au niveau des moules, ce qui est très important, en fait, c'est qu'un moule, il faut savoir que s'il est juste serré par des vis, en fait, il va se déformer par la pression qui est à l'intérieur. Donc du coup, ton profil, au lieu d'être parfaitement respecté, il va être bombé. Ou après, si par exemple, les couches de carbone qui sont disposées à l'intérieur n'ont pas exactement la bonne taille, on peut déjà soit détériorer le moule, soit effectivement avoir des zones de surpression à l'intérieur et donc, du coup c'est très néfaste pour le... La première chose, c'est que nous au niveau de nos presses, on n'a que des anciennes presses modifiées qui sont très grosses. Celle-ci fait par exemple 7 tonnes, cette machine, elle est toute en acier et du coup en fait on n'a aucune déformation du plateau de travail. Nous, on travaille donc avec des, soit en monolithique, donc que du carbone, par exemple pour les mâts, soit les ailes, on a des noyaux, et là on travaille à très haute pression, on travaille à 200 bars de pression sur le carbone, ce qui permet d'avoir vraiment une parfaite cohésion des fibres, sans aucune porosité à l'intérieur. Ce qui est très important justement dans un moule, c'est que il faut une pression homogène de partout. Donc il y a un gros calcul qui se fait en amont sur le calcul des couches. C'est-à-dire que chaque couche est différente et il faut que en fait, on calcule la pression pour que tout se ferme parfaitement, etc. Quelques minutes après fermeture du moule, on peut déjà observer que le trop-plein de résine, devenu liquide, s'échappe. Bloque les piges. Voilà, c'est ça, on a un système de blocage. Juste pour qu'on voie en fait l'épaisseur du plan de joint. Et ça, c'est super important. C'est ce qui permet de vraiment d'avoir à la fois un profil qui est respecté. Ça veut dire que la pression, elle est parfaite, que le profil, il est nickel, quoi. Et que le moule était bien fermé. Voilà. Là, tu as 2 centièmes de résine qui correspond à l'épaisseur du plan de joint. L'opération suivante consiste à retirer la dépouille de moulage en prenant bien soin de ne pas toucher au profil. Sur la séquence qui suit, on observe le ponçage d'une couche de vernis bouche-port. Parce que quand on vernit en mat, on vernit une fois et ensuite on ponce au 2000 pour faire la finition et on a ça du coup comme finition. Et quand on fait du vernis-gloss, donc on fait une fois le vernis-gloss, on reponce, on refait le vernis et là ensuite on va faire toute la phase de finition où on va faire donc 800, 1000, 2000 à l'eau. Et ensuite, on vient faire donc de lustrage avec du polish automobile pour avoir vraiment cet aspect brillant et qui va... Petite vague. Voilà, toutes ces petites vagues, en fait, je les ponce. Et le lustrage, c'est pour redonner du brillant au vernis. Donc j'incise déjà 1500, 2000, 2500.
Et une fois que j'ai poncé au 2500, c'est suffisamment la rayure est suffisamment fine pour pouvoir la lustrer. Après le ponçage, donc là elle est mate. Là, comparé à ce côté-là que j'ai pas encore touché. Ouais. Donc voilà, là, elle a retrouvé son brillant. Puis elle est vraiment brillante. Sur une aile brillante, Ah ouais. voilà, la différence elle est là. Voilà. Donc chez Alpine Foil, nous avons 3 types de finition. Alors en fait, il faut savoir une première chose, c'est que le carbone, c'est du tissu. Donc à chaque fois que les fibres se croisent, on trouve des petites porosités en sortie de moule. Donc pour limiter donc, ces porosités, on fait un post-traitement. On va reponcer intégralement l'aile, puis ensuite on va la vernir et on va poncer pour atténuer ces petites porosités. Donc sur la version standard, on fait simplement une fois, une couche de vernis, on reponce et un vernis final. Au final, on va se retrouver avec environ 15 à 20% de porosité en surface. Ensuite, on a la gamme au-dessus, ça c'est la gamme RT Mat. Donc là, on va appliquer 5 couches de vernis, c'est-à-dire une couche de vernis, on ponce, une couche de vernis, on ponce 5 fois. Et au final, donc on va se retrouver avec environ seulement 5% de porosité sur la surface de l'aile. Pour finir, on a la version RT Gloss. Donc la RT Gloss, c'est 7 couches de vernis, en fait 5 couches au départ, puis ensuite 2 couches de vernis gloss avec un polissage au 2000, puis au 3000 et finalement au 16000. Voilà. Et donc celle-là, tu arrives à quel niveau de porosité? Alors là, on arrive à environ 1% de porosité. Il y a toujours un petit résidu qui peut apparaître, mais c'est très très faible. Alors qu'est-ce qu'apporte le gloss et ce niveau de finition? C'est un surplus de progressivité, c'est-à-dire dans l'apparence de la portance et la disparition de la portance. Donc un foil qui est plus progressif, plus facile et surtout qui glisse encore mieux. Et en termes de temps de travail pour le réaliser, tu peux nous dire un peu quel temps ça prend de faire ce type de finition par rapport à un standard? Alors c'est vrai que par rapport à une finition standard qui est simplement une couche de vernis avec un ponçage, sur les versions gloss c'est clairement exponentiel ça. On peut passer facilement 1h30, 2 heures de plus sur une mamelle, ça c'est clair. Dans la suite, Damien nous présente la fabrication des fuselages en aluminium. L'autre technologie, c'est l'usinage, c'est ce qui est utilisé par la majorité des gros fabricants, type Starboard, nous, etc. Alors là, on part d'une barre. Nous, justement, on fait super gaffe à un truc, c'est que la barre qu'on utilise, c'est une barre qui est laminée. Même si tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait pas de fibre, il y a quand même une fibre. Il y a quand même une fibre dans l'aluminium, et ce laminage va influer sur le comportement de la pièce. Donc du coup, quand on va fabriquer un fuselage, on va commander des brutes, donc des carrés d'aluminium, avec un sens de découpe par rapport au laminage. C'est-à-dire qu'on part d'un truc qui fait à peu près cette taille-là. Ça, sur un fuselage, ça représente à peu près les broches, ça représente 1 heure à peu près. Et un fuselage terminé, c'est 8 heures. L'usinage des fuselages est réalisé intégralement en interne sur ce centre CNC 5 axes, qui représente un investissement de plus de 300 000 €. Normalement, on part de presque 4 kg, on arrive entre 700 et 900 grammes sur les fuselages. Et quand tu le fais sur un fuselage en titane, ça te prend encore beaucoup plus de temps? 18 heures. Sauf à la fin, le titane, il y a 4 heures de polissage. Parce que le titane, quand il sort, il est opaque, mat un peu, et il faut le polir. Et du coup, tu as encore derrière 4 heures de polissage. Et 5 ou 6 fois le prix des outils. Les outils, t'en balances pas mal. Donc ça, une fois qu'on a fini d'usiner, on se dit que c'est fini. Bah non, c'est pas fini. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait ces 8 heures d'usinage, on va avoir d'abord une petite phase soit de sablage, soit de polissage, pour finir d'enlever, vous voyez, les petites traces ces petites traces d'usinage. Voilà, on va enlever ça. Et ensuite, on va l'envoyer dans une société qui va faire un recuit thermique. Donc ce recuit, en fait, il va libérer les contraintes de l'aluminium. C'est-à-dire qu'en fait, ensuite on va avoir une anodisation. Donc ça part dans une autre usine où en fait ils vont faire que de l'anodisation
L'anodisation, justement, dans les anodisations, il y a plusieurs types d'anodisation. L'anodisation, donc je vous expliquais d'abord, c'est de l'électrolyse. Plus on va laisser longtemps, plus l'anodisation va être épaisse, plus ça va être efficace. Voilà. Dans de l'eau de mer, il y a un milieu salin qui voilà. fait que ça. Nous, par rapport à ça, chez Alpine, on a rajouté un petit truc très simple qu'on trouve dans le notice, c'est l'anode sacrificielle. Et du coup, l'anode, quand le foil est dans l'eau, c'est l'anode qui vient se corroder en lieu et place de la partie aluminium. Un potentiel relativement élevé. Mettre ensuite une pièce en aluminium qui a un potentiel électrique très faible, ou même de l'inox qui a encore un potentiel électrique différent. Ces trois matériaux, une fois assemblés, les ions vont vouloir circuler de l'un à l'autre et celui qui a le plus faible va se corroder. Aujourd'hui, nous, ce qui se passe, c'est qu'on utilise des nuances d'aluminium qui sont très dures, qui sont très loin de ce qu'on peut trouver dans certains cas, et du coup, on n'a pas trop de problèmes de ce côté-là. Ce qu'il faut impérativement faire sur tous les foils avec les pièces en aluminium, c'est mettre donc un produit qui est vraiment top, qui s'appelle le Tefgel. Donc Tefgel qui est à base de Teflon. C'est un produit qui est un petit peu onéreux, mais qui fonctionne hyper bien. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est à peu près tous les 15 jours, vérifier qu'il y a bien du Tefgel dans les vis et en remettre si besoin. Le seul inconvénient, c'est que c'est un peu dégueu, c'est pas très agréable à manipuler, mais l'avantage, c'est que, il vaut mieux en mettre un peu plus que pas assez. Voilà, on espère que ce petit reportage sur Alpine Foil vous a plu. À très bientôt.